Bienvenue dans le podcast de Stratégie Pharma Pro, l'émission qui éclaire les pharmaciens titulaires dans leur quotidien de chef d'entreprise multicasquette. Je suis Marianne Lechertier, docteur en pharmacie et diplômée d'un master spécialisé en management médical de l'ESCP de Paris. J'ai créé Stratégie Pharma Pro car après 5 années dans l'industrie pharmaceutique et 14 années en tant que pharmacien titulaire, je souhaite soutenir et aider les confrères titulaires en m'appuyant sur mes connaissances et mon expérience issue des deux mondes, industrie et officine. Stratégie Pharma Pro est une chaîne qui allie retour d'expérience, astuces, erreurs à ne pas faire, mais aussi des aspects plus profonds de votre quotidien, comme l'organisation, la gestion de vos équipes, le recrutement ou le développement personnel. Tout cela dans un but unique, vous apporter les outils pour devenir enfin le pharmacien titulaire serein et épanoui que vous méritez d'être. Donc bonjour à tous, ici c'est Marianne Lechertier pour le podcast où j'interviewe les experts de l'officine. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Antoine Garnier qui est dirigeant de la société La Longue Vue. Et nous allons aborder aujourd'hui le thème de qui pour reprendre le maillage territorial à l'avenir. Donc Antoine, je vous laisse tout d'abord vous présenter. Bonjour, merci Marianne, je m'appelle Antoine Garnier, donc je suis créateur, dirigeant d'une société qui s'appelle La Longue Vue et qui est un spécialiste de l'implantation spécialisé dans la santé, les officines en particulier, et donc on accompagne les pharmaciens, les groupements, les laboratoires de biologie médicale, les promoteurs dans la santé, effectivement pour choisir les bonnes implantations et pour faire les bons choix notamment. Ok, très bien. Donc, moi, j'ai été interpellée par ce que vous m'avez dit sur les difficultés que vous aviez aujourd'hui à faire reprendre des officines, les petites officines certes, mais également parfois même des officines assez importantes dans des zones qui sont, qui n'intéressent plus les jeunes pharmaciens. Donc, est-ce que vous pourriez développer cette idée-là et expliquer le constat que vous faites vous aujourd'hui? Des attentes des nouveaux repreneurs de pharmacie. Qu'est-ce qu'ils attendent et pourquoi il y a une mise en jeu du maillage territorial dans les années à venir? Alors effectivement, ce constat-là, on le fait depuis, on va dire, 3 à 5 ans, mais ça s'est accéléré ces dernières années, que les pharmaciens qui sont localisés dans des secteurs ruraux, si on reprend finalement les grilles d'analyse de l'INSEE, ce qu'on appelle les habitats ruraux dispersés ou très dispersés, c'est-à-dire à distance globalement d'une métropole, des services, les pharmaciens qui se situent sur ces secteurs-là ont beaucoup de difficultés à trouver repreneurs, même si parfois leurs pharmacies font une taille qui est une taille, on va dire, supérieure à la norme. La difficulté, c'est que ces entreprises disparaissent avec leur titulaire, c'est-à-dire que le jour où ils ne retrouvent pas repreneur, il y a un moment où la fatigue, l'âge, la désespérance font que ils ferment le rideau et ces pharmacies disparaissent. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 pharmacies qui disparaissent tous les ans. C'est un phénomène qui s'est accéléré. C'était moins d'une centaine il y a une dizaine d'années. Et notre évaluation, c'est que ce phénomène pourrait s'accélérer de manière exponentielle dans les 10 années qui viennent. Alors, on parle de pharmacies qui disparaissent réellement ou de pharmacies qui sont rachetées pour être regroupées avec d'autres? Alors, le constat qui était fait par l'ordre, c'était que on était sur une proportion qui était d'environ 50%, on va dire, de fermeture subie et 50% de fermeture, on va dire, avec une logique de capitalisation pour le cédant. Donc, d'une certaine manière, un départ qui n'était pas subi ni trop pénible parce que ils valorisaient malgré tout leur outil. Mais il faut pas se raconter d'histoire. Aujourd'hui, ces logiques de fermeture subie, elles vont être de plus en plus nombreuses parce que les logiques de regroupement, rachat de clientèle, qu'on gère aussi par étude en analysant de manière objective la façon dont vont se reporter la clientèle en fonction de l'endroit où ils se trouvent, l'endroit où ils vont chercher leur prescription, la proximité avec le premier point de distribution. Donc on arbitre ce genre d'éléments pour pouvoir aider justement des pharmaciens à s'aider dans ces contextes-là. Mais quand on est dans ce contexte, c'est qu'il y a déjà plusieurs officines au même endroit,
Et alors que là, ce dont on parle, c'est d'endroits où il n'y a qu'une officine, et l'officine la plus proche, elle peut se trouver à 15-20 kilomètres. Donc, on parle vraiment d'une logique de maillage qui aujourd'hui est un point essentiel du service de santé, parce que souvent dans les bourgs dont on parle, il y a que l'officine, il y a même pas de médecin, ou alors il y a un médecin qui va passer un jour par semaine dans la maison médicale qui a bien voulu réaliser la commune, mais il n'y a pas forcément de médecin à part entière. Et c'est ça dont on parle, c'est de vrais déserts médicaux où alors la définition d'un désert médical, c'est en dessous de 20 minutes en termes d'accès à un certain nombre de services. Et d'ailleurs, le pharmacien ne fait pas compte de ces statistiques aujourd'hui. C'est-à-dire que quand l'INSEE dit qu'il y a un désert médical, il compte pas la pharmacie. Il compte le généraliste, il compte le kinésithérapeute, la sage-femme, l'infirmière, le chirurgien dentiste. Par contre, dans le comptage de l'accès aux soins, le pharmacien ne rentre pas dans cette logique-là. Et d'ailleurs, on a fait un peu de lobbying dernièrement pour essayer de faire rentrer la pharmacie et le pharmacien dans cette logique de calcul de l'indice qui s'appelle l'indice APL, parce que c'est le point d'entrée de la santé souvent. Quand quelqu'un se blesse, qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'infirmier, de médecin sur place, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans l'officine parce qu'il sait que le pharmacien aura les bons gestes, il a été formé, et ça, mine de rien, ça participe à cette logique de soins dans le territoire. Et si ces pharmacies disparaissent, parfois le temps d'accès à la santé au sens large du terme, elle est à 20 minutes, 30 minutes en fait. Et là, on nous parle d'un vrai désert médical. D'autant plus avec les nouvelles missions du pharmacien, la vaccination, la télémédecine, les entretiens pharmaceutiques, les accompagnements divers et variés. Le pharmacien devient vraiment le pôle de santé de toute une commune. Parfois, Oui, oui. pardon, excuse-moi. Non, Excuse-moi. non, vous avez raison, d'autant plus que l'ordre dans tous ces communiqués de presse, je me souviens d'un communiqué de presse il y a encore une petite dizaine d'années où il sous-tendait déjà qu'il y avait une logique de précarisation du métier, qu'il y avait un manque d'attractivité aussi. Il le voyait dans un retournement des statistiques sur les inscriptions à la fac, déjà à l'époque. Moi, si mes amis pharmaciens qui ont mon âge, c'est-à-dire qui ont 45, 50 ans, vous diront que quand ils sont inscrits à la fac, il y avait enfin, vous peut-être même Marianne aussi, il y avait des listes d'attente Oui. qui représentaient 15-20% des places en termes d'inscription. Aujourd'hui, il manque 3000 inscrits à la faculté de pharmacie de France et de Navarre. Donc c'est vraiment des signes qui sont pas nouveaux en fait. Ils se sont produits dans le temps. Et il y a 10 ans, il y avait déjà ce phénomène-là. Et par contre, l'ordre faisait encore valoir ce qu'ils appelaient une répartition harmonieuse sur le territoire du maillage officinal. La réalité, c'est que ce qui s'est passé pour les médecins va se passer pour les pharmacies si on fait rien. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a encore 20 633 officines en France. Je parle de la métropole, hein, je parle pas des dom-toms. Il y en a 600 dans les dom-toms. Et je pense que il y a probablement 25 à 30% de ce maillage-là qui est à risque aujourd'hui, aussi pour la raison que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire qu'on demande aux pharmaciens de faire de plus en plus de choses, les entretiens, d'avoir une cabine pour vacciner, pour faire les entretiens sur les AVK, bientôt l'oncologie, ce genre de choses, des décrets qui sont signés à tour de bras, et tant mieux, parce que je trouve ça tout à fait légitime. Par contre, il y a un tiers, un quart des pharmacies qui n'ont pas l'espace pour le faire, parce que les pharmacies n'étaient pas finalement calibrées pour le faire à l'époque, et c'est pas des petites pharmacies rurales qui vont avoir les moyens d'investir pour le faire, et qui vont faire cet investissement quand l'âge moyen d'un titulaire de campagne, pour l'appeler comme ça au sens profonde, c'est 53 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que on sait que l'âge moyen de départ à la retraite pour un pharmacien, c'est entre 62 et 63 ans, et pourtant, ces titulaires-là, globalement, ils ont relativement peu de chances de trouver un repreneur, à moins de, justement, il y a certains leviers qui existent, notamment trouver d'autres titulaires avec qui joindre leurs forces pour préparer finalement et anticiper cette logique de transmission. En fait, les jeunes veulent des grosses pharmacies aussi. C'est accessible par le biais aussi des boosters d'apport. Et ils ne veulent plus s'enfermer dans une pharmacie tout seul, ils veulent des assistants, ils veulent justement développer les nouveaux services et ce qui va permettre la rentabilité de leur affaire.
Alors, statistiquement, vous avez raison. Heureusement qu'il y a encore des pharmaciens qui sont animés par leur territoire d'origine. C'est souvent là où on trouve des solutions en ruralité. On installe des pharmaciens qui viennent d'habitats ruraux où est implantée leur famille, leurs amis, pour aller finalement rendre à leur communauté leurs services. Et c'est souvent là où on trouve des solutions dans des secteurs très reculés. Euh, il y a aussi des gens qui ont une vraie vocation et qui se sentent utiles quand ils vont s'installer en ruralité, parfois dans des grosses officines, des pharmacies qui peuvent faire plus de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisque comme elles sont seules au pays, forcément, elles ont des bassins de services, des territoires de vie de santé, comme le définit l'ARS, qui sont très très larges. Donc forcément, c'est des tailles importantes. Mais même dans des secteurs qui sont assez, on va dire, dépeuplés, je pense prendre l'image du territoire, le plateau des Mille Vaches, qui est connu plus pour ses bovins que pour ses habitants. Il y a des pharmaciens comme un jeune pharmacien qui s'appelle Antoine Priou qui, en 2016, a reconstruit un pôle de santé, on pourrait dire perdu. C'est à Buja, c'est perdu au sens de la densité finalement qu'il y a, mais ça couvre un territoire qui est tellement large qu'ils ont réussi lui s'est installé le premier en tant que pharmacien, il a réussi à faire venir des infirmiers, des médecins, et aujourd'hui il couvre un territoire qui est extrêmement large en termes de zone de chalandise, mais malgré tout, il dessert une population qui a vraiment besoin d'eux. Donc il y a encore des vocations, il y a encore des gens qui aiment cet aspect service, ruralité, etc. Maintenant, je peux aller dans votre sens en termes statistiques, c'est-à-dire que nous qui parlons à des jeunes pharmaciens très régulièrement, effectivement, ils veulent être proches de là où ça se passe d'une certaine manière, là où il y a des services, là où ils vont pouvoir aller au cinéma, demain élever leur famille, et souvent le premier filtre, c'est pas le filtre de la taille de la pharmacie, c'est d'abord le filtre géographique. Et d'un point de vue économique, c'est presque une erreur parce que dans les villes, les pharmacies valent plus cher, ou alors les petites pharmacies auxquelles on a accès d'habitude, même avec un booster, subissent plus le poids concurrentiel des très grosses pharmacies. Et les très grosses pharmacies, on les trouve dans les zones urbaines. Il n'y a pas une zone urbaine de plus de 30 000 habitants aujourd'hui en France où il n'y a pas une pharmacie qui fait 5 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a toujours un ultra leader ou une hyper pharmacie qui va faire 500, 600, 800 mètres carrés. Et c'est compliqué de s'installer en face de ces structures-là. Donc économiquement, ça a plus de sens d'acheter une pharmacie moins chère, d'aller un petit peu plus loin des villes, parfois dans des habitats un peu dispersés, parce qu'on a besoin de vous et le prix d'accès, le ticket d'accès est moins cher. Maintenant, oui, vous avez raison. Les jeunes nous demandent, parce qu'ils ont l'impression qu'aujourd'hui, l'apport n'est plus un sujet, même si c'est pas tout à fait vrai, malgré tous les systèmes qui se sont mis en place avec les groupements d'apport finalement compensés, de quasi-fonds propres. Voilà, les boosters, comme vous les appelez, qui existent sous différentes formes. Malgré tout, la banque est quand même rassurée quand la hauteur du risque est compensée par votre apport personnel, en fait. Mhm. Donc, Ok. là. Maintenant, les conditions d'installation des jeunes pharmaciens, elles sont modifiées par plusieurs choses. Il y a le fait qu'on préfère s'associer pour prendre moins de risques, pour pas travailler seul. Cette logique, peut-être que les pharmaciens avant préféraient être seuls dans leur boutique. Aujourd'hui, la réalité, c'est que souvent, on nous demande de pouvoir travailler avec un tiers. Alors, ça peut être un copain de fac, ou ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré, qui peut être un premier mentor. Il y a le rapport au travail, le fait que s'installer dans une petite officine, donc moins d'1,5 million, ça implique d'être seul, donc de pas forcément avoir d'adjoint à temps plein, même à temps partiel, pour pouvoir avoir du temps pour soi. Ça veut dire, le temps d'ouverture moyen d'une officine, c'est entre 55 et 60 heures par semaine. Donc forcément, ça fait rêver personne, enfin ça fait rêver personne, ça fait pas rêver ces jeunes-là en tout cas, de se dire je vais travailler 55 heures minimum par semaine. Parce que au-delà des heures d'ouverture, il y a aussi le travail administratif, tout le reste qu'il y a à faire. Euh, c'est une profession qui, comme vous le savez, est extrêmement féminisée. Aujourd'hui, 55% des titulaires d'officine sont des femmes, et 80% des pharmaciennes adjointes, enfin des adjoints, sont des femmes. Et c'est elles qui représentent le vivier globalement des futurs installés. Et on peut pas, on va dire ne pas voir le fait que la femme a un rôle dans la société qui est aussi d'être une mère. Donc forcément, concilier 60 heures
au comptoir seul dans une petite pharmacie et l'éducation de ses enfants en partie, ça peut être compliqué. Et puis il y a un dernier point aussi qui est un peu un point du moment, c'est le fait que comme on manque de diplômes en ce moment parce qu'on a une tension sur les diplômes en termes de ressources humaines, il y a eu une inflation sur les salaires, tant mieux pour les pharmaciens adjoints. C'était une reconnaissance plus normale de leur travail. Et en même temps, du coup, la différence avec le bénéfice d'être titulaire et d'avoir une meilleure rémunération, elle s'est réduite. Et donc, le bénéfice perçu entre le fait de se dire je vais être titulaire pour gagner 3 000, 4 000, 4 500 euros net potentiellement, ben aujourd'hui, c'est ce que je peux gagner en étant adjoint tout de suite, en fait, avec des Ouais. coefficients 700 qui sont offerts. Et du coup, ben, le taux d'effort, les horaires, pour pouvoir, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? Parce que le bénéfice perçu par rapport à la capitalisation, il est tellement loin. On est dans une société de l'immédiateté où on veut tout de suite. Donc, je préfère prendre le bon salaire tout de suite en étant adjoint plutôt que de prendre un risque de travailler dur, quitte à capitaliser 1 million et demi d'euros dans 12 ans. Donc Antoine, donc suite à ce constat, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous conseillez pour que l'on puisse quand même conserver ce maillage à l'avenir et surtout conserver le service pour nos patients, c'est-à-dire des pharmacies qui sont présentes dans toutes les régions de France et pour le patient, donc pas avoir à faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une pharmacie et les services associés. Alors nous, au quotidien, on travaille avec des pharmaciens pour pérenniser des pharmacies sur leur territoire, trouver des solutions, soit en leur permettant d'investir, c'est-à-dire créer des outils qui sont adaptés et qui assurent la pérennité finalement d'un service de pharmacie sur le territoire à long terme, parce qu'on réussit à évaluer finalement le potentiel d'activité réelle aujourd'hui et demain. Quand je dis demain, c'est à moyen et long terme, à 10 ans, en fonction du territoire, du fait qu'ils vont récupérer potentiellement une partie des clients d'une autre pharmacie qui va disparaître, aussi en les faisant rencontrer leurs confrères. Oui. Euh, Dernièrement, pour donner un exemple, on a travaillé avec un pharmacien euh, dans un village où il y avait deux pharmacies, mais bizarrement, les deux pharmacies pouvaient disparaître parce que les deux étaient fragilisés et par leur taille et par finalement le manque d'adaptation de ces pharmacies-là par rapport à leur secteur. Et on a travaillé sur une médiation entre pharmaciens pour leur faire investir en disant bah, vous avez un volume global sur votre secteur qui permet de faire une belle pharmacie, de faire aussi de quoi loger des médecins au-dessus, et vous pouvez le faire maintenant, vous ne pourrez peut-être pas le faire dans 10 ans en fait. Donc on travaille à ça tous les jours, à notre niveau. Nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir agir au niveau au-dessus, c'est-à-dire au niveau des ARS, au niveau de l'ordre, au niveau du ministère, pour pouvoir leur offrir une logique d'analyse qui permette d'anticiper la situation telle qu'elle est réellement. Euh, Ce qui nous chagrine un peu, c'est que quand on lit aujourd'hui les publications qui sont faites sur la situation des pharmaciens, du maillage, etc., c'est que souvent c'est un constat qui est un constat qui est pas optimiste, mais qui est en tout cas pas réaliste. Euh, le phénomène d'accélération qu'on vit, c'est un phénomène statistique aussi, hein, c'est la multiplication des facteurs qui favorisent la disparition des officines, l'âge des titulaires, la taille des officines qui favorisent pas leur reprise, que même les banquiers ne veulent pas financer parce qu'elles leur paraissent trop petites. D'accord, statistiquement, c'est Oui, c'est le vrai. décile inférieur. Mm. Il y a la paupérisation des commerces dans ces zones-là qui fixent pas la population. Il y a la disparition des médecins ou des services de santé. Et en fait, tout ça, au départ, on le sent, ça frémit, on le vit, et puis au bout d'un moment, bah, quand le courant s'accélère, bah, le courant il va plus vite. Et nous, ce qu'on anticipe, c'est que hier, il y avait 200 pharmacies qui disparaissaient par an. Demain, moi, je vois plus 500 pharmacies, 1000 pharmacies qui pourraient disparaître pendant un temps. Un phénomène de purge un petit peu de tous ces secteurs. Mhm. Et, 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 et sans santé, il n'y a rien. Sans santé, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de famille qui s'installe. Il n'y a pas d'entreprises qui peuvent investir. Donc vraiment, on a besoin d'avoir une lecture plus juste et plus honnête de la situation pour pouvoir être acteur en fait, c'est-à-dire avoir une politique plus volontariste de où est-ce qu'on doit avoir des ensembles de santé. Alors ce qui est intéressant, c'est il y a plein de petites initiatives, il y en a au niveau des communes qui investissent sur des maisons communales de la santé, des pôles de santé, soutenus par les ARS.
mais dedans, il n'y a pas de médecin. Et puis, surtout, c'est des choses qui sont faites à l'échelle de la commune. Or, le bon maillage, le bon découpage, c'est pas la commune, c'est le territoire de vie de santé, en termes de temps d'accès, en fait. Et il y a ça existe, hein, les TVS, les territoires de vie de santé, avec, qui sont des ensembles composés de parfois 5, 6, 7 communes, qui représentent des bassins suffisants pour avoir 2 médecins, 4 infirmiers, un kiné, des piges qui soient faites par des spécialistes qui viennent une fois par semaine, et une belle pharmacie, parce qu'on va avoir 4 000, 5 000, 6 000 personnes sur ces bassins-là, en fait. Même en ruralité. C'est l'initiative dont je vous parlais tout à l'heure d'Antoine Priou à Buja. Ça correspond à ça. Lui a pris le risque de le faire, mais il faudrait qu'on ait cette approche-là de manière plus volontaire. Peut-être des aides aussi pour le faire. On aide bien les médecins à s'installer dans les zones désertifiées. Pourquoi pas des pharmaciens, après Oui, tout, parce que ça demande énormément d'énergie, d'investissement. Ça demande beaucoup plus d'énergie pour un jeune titulaire de s'installer dans des zones comme ça, de pouvoir rameuter un peu toute la communauté médicale, paramédicale pour faire un pôle, que de s'installer en plein centre-ville. alors on est d'accord là-dessus. D'ailleurs, il y a des premières initiatives qui ont été mises en place, hein, en forçant la constitution des CPTS, par exemple, qui sont les communautés professionnelles de territoire de santé, organisées aussi un peu par les ARS, avec des rémunérations d'actes de prévention. Il y a des initiatives de ce type-là, mais ça reste à l'initiative du privé, c'est-à-dire que ça reste à l'initiative du pharmacien, des médecins. Malgré tout, même s'il y a un cadre juridique qui a été posé à ces choses-là, malgré tout, s'il n'y a pas un pharmacien, un médecin qui le fait, ça n'existe pas. Et pour moi, quand je parlais de démarche volontariste, c'était le fait de dire, il y a des notions territoire fragile qui ont été introduites dans la dernière ordonnance, par exemple, sur les transferts d'officines de 2018. Mais derrière ce terme de territoire fragile, on a juste dit, le directeur de l'ARS pourra décider que sur un territoire, même s'il n'y a pas le quorum, il pourrait y avoir une pharmacie. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin en disant, là, on a un bassin de population où on sait du fait de l'âge des personnels de santé, du titulaire de la pharmacie et aussi du besoin de la population, qu'on a besoin d'un service pour pas qu'il y ait un désert médical. Et parce que s'il n'y a pas de médecins et personnels de santé, il y a une renonciation aux soins et après les gens disparaissent. Les gens disparaissent, l'économie disparaît. Donc c'est très important qu'on maintienne ce maillage de la santé, au moins avec, on va dire, une logique géographique. La logique des 20 minutes, elle est bonne, hein, parce que les 20 minutes, c'est aussi, pour une urgence, un délai raisonnable pour dire il faut que je sois à 10-15 minutes d'un accès à des soins ou d'un professionnel de santé qui soit capable de dire il faut qu'il y ait un hélicoptère qui vienne, il faut que je sois transféré au CHU ou pas, en fait. Cette logique de premier diagnostic, elle est hyper importante. Et pour moi, si on n'agit pas, on a statistiquement 3 à 4 000 pharmacies qui vont disparaître dans les 10 ans qui viennent. Alors, Donc on va se retrouver dans un désert pharmaceutique comme on peut voir aujourd'hui, un désert médical dans certaines régions. oui, parce que la taille de ces officines, l'âge des titulaires de ces officines et l'habitat dans lequel ils vivent, tous ces facteurs-là, et la désertification médicale qui va avec, tous ces facteurs-là, finalement, sont un contresens du projet des jeunes pharmaciens. Donc s'il n'y a pas une logique... Je me permets de vous arrêter. Il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé, c'est le fait que il y a un gros problème de recrutement aujourd'hui et que plus le jeune pharmacien qui s'installe, il sait bien que s'il s'installe au fin fond d'une campagne, il aura encore plus de mal que les autres à trouver du personnel. Donc c'est un vrai souci parce que autant il achète peut-être une pharmacie, peut acheter une grosse pharmacie en se disant je vais être aidé, etc. Mais si derrière il n'y a pas le pool de candidats nécessaires pour l'aider, il se retrouve à la tête d'une pharmacie encore plus compliquée à gérer qu'une petite. Hein. Tout à fait. C'est pour ça que les pistes de solutions, elles sont pas uniquement au niveau des ensembles ou au niveau politique. C'est-à-dire que il faut la création, à mon avis, d'ensembles, peut-être avec des pharmaciens salariés ou comme on a fait avec les médecins, de la même manière. Il faut ouvrir, à mon avis, des points de vente délégués. C'est-à-dire, ça, c'est une mesure qui est dans les cartons du ministère de la Santé, je pense, depuis une dizaine d'années, mais qui semble froisser tout le monde, alors que pour moi, ça a beaucoup de bon sens. Le fait de dire,
pourquoi est-ce qu'on pourrait pas avoir un point de distribution délégué d'une pharmacie plus grosse dans un bourg? Euh, C'est-à-dire que le pharmacien du bourg, où il y a 5 ou 6 000 personnes, où il y a une grosse pharmacie, puisse dire, ben, tous les lundis et les vendredis, j'ouvrirai une demi-journée avec un pharmacien dans le village qui a 10 ou 15 kilomètres. Cet espace qui est mis à disposition par la mairie. À l'époque, on avait des camions épicerie qui passaient, Oui, oui, etc. c'est vrai. Bon, faut avoir des camions officines, hein, je veux dire, Ouais. pourquoi pas? L'idée, c'est que le médicament aille vers les patients qui ont des problèmes peut-être pour se déplacer, pour aller chercher leur médicament aussi. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont à étudier. Et sur les ressources humaines, je pense que il y a plusieurs choses qui sont étudiées. D'abord, il y a la montée en compétences des préparateurs et préparatrices, c'est-à-dire qu'ils fassent plus, parce que je pense qu'ils sont capables de faire plus. Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais je pense que aujourd'hui, c'est des gens qui ont tellement d'expérience et il pourrait y avoir des formations diplômantes sur le fait de leur donner plus de travail autour de la dispensation. Euh, la qualification des diplômes étrangers, parce que là Ah oui. aussi, Ça, moi, je reçois beaucoup de, comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, je reçois beaucoup de messages des pharmaciens, alors soit étrangers diplômés de l'étranger, mais même des pharmaciens français diplômés de l'étranger, diplômés de la zone européenne. ouais, Des Français qui sont allés passer leur diplôme en Pologne parce qu'il y a un cycle en français. Voilà, des Tunisiens, des Marocains qui parlent très bien français, qui parfois mais, ont fait leur scolarité en France, ont obtenu leur diplôme en France, mais qui n'ont pas la nationalité pour pouvoir mais exercer. Ça c'est vraiment une catastrophe parce qu'on a un pool de diplômés compétents qu'on pourrait faire venir pour nous aider, parce que là, vraiment, c'est une vraie galère hein, pour les officines en ce moment, mais on ne sait pas pourquoi ça bloque. quitte à mettre une validation compétentielle dans les universités ou je sais pas une formation accélérée pour dire bah oui cette personne est capable, elle est légitime. Mais globalement, je pense qu'il y a un certain degré d'hypocrisie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a fait avec les médecins, Oui, on l'a fait dans quoi les médecins finalement roumains seraient plus aptes que des pharmaciens, je sais pas moi, de nationalité. Enfin, on va être clair, on a un besoin de ressources humaines très fort et il faut aller, on va dire, à nos conditions en termes de compétences, mais en tout cas le permettre, c'est-à-dire se dire de toute façon, on a un problème démographique qu'on va pas résoudre dans les 10 années qui viennent. Et tant qu'on n'aura pas travaillé là-dessus, ben, il va falloir aller chercher aussi des ressources ailleurs. Et ça, c'est un levier qui peut être utilisé, je dis pas facilement, mais en tout cas mettre en place des choses qui permettent de compenser en partie notre problème démographique. Et puis le dernier maillon de l'histoire, c'est nous. C'est les éléments d'analyse qu'on peut apporter pour aider les ARS, le ministère à prendre des bonnes décisions. Euh, Ça fait un certain temps qu'on discute avec eux, mais on a l'impression qu'on est sur un précaré aussi. Ça manque d'ouverture, je trouve, sur le sujet. On pourrait anticiper un peu mieux, en fait. Notre impression, nous, en tant qu'acteurs privés finalement du sujet, c'est que ils ne veulent pas qu'on participe à la discussion en les aidant. Je vais vous dire, moi, c'est ce qui m'anime. C'est-à-dire que on parle même pas de logique de coût, on parle de aider au fait de faire prendre les bonnes décisions. Mais c'est même Euh, pire que ça, c'est que, par exemple, dans les dossiers de transfert ou de regroupement, le syndicat local des pharmaciens d'officine est consulté, mais a juste le droit de donner un avis consultatif. C'est-à-dire qu'en fait, l'ARS en fait, donne la décision qu'elle veut. Même si le syndicat lui explique que, par A plus B, qu'au niveau local, le dossier est totalement aberrant. hmm. Moi, je veux pas, je veux pas tirer sur l'ambulance. Je sais que les ARS font aussi avec leurs moyens. La réalité, c'est que ça fait 5-6 ans qu'on discute avec des ARS en off, que ils ont des critères d'analyse statistique qui sont parfois basés sur des éléments de données qui sont pas des données de vie réelle, c'est des données de vie ancienne, des statistiques Oui. d'il y a parfois 5-6 ans. Et nous, on se projette et on voit ce qui va se passer et les solutions qu'ils préconisent sont déjà antidatées d'une certaine manière ou sont déjà plus d'actualité. Donc je pense qu'il faut avoir un vrai choc de réalisme
et du coup, fort de ça, d'être un petit peu plus volontaire sur le fait de dire si on veut sauver l'accès à la santé, c'est ça dont il s'agit. Moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est ça. Je trouve très très gratifiant d'aider des pharmaciens à aider à maintenir leurs services, à développer leurs officines, et, et, euh, euh, et c'est ce qui m'anime. Donc, si on pouvait anticiper un peu mieux, essayer d'organiser un peu la distribution de la santé au-delà des choses qui fonctionnent, aussi pour les choses qui ne fonctionnent pas, parce que voilà, moi ça me touche. J'ai une partie de ma famille qui vit dans l'Aveyron, j'ai une partie de ma famille qui vit dans des secteurs qui sont un petit peu reculés, et quand j'entends leur vie et leurs contraintes, voir leur choix de vie, c'est-à-dire de changer finalement de lieu de vie parce qu'ils disent s'il m'arrive quelque chose, je ne sais pas si je pourrais accéder à Oui, dans des notamment pour délais, les etc. retraités, hein. Mais notamment pour voilà, j'ai un cousin qui est agriculteur, hein, qui travaille avec des machines qui sont des machines dangereuses. Il vit dans une zone qui est un habitat dispersé au sens de l'INSEE. S'il devait lui arriver quelque chose, j'espère qu'il arrivera à temps vers un médecin ou vers un service d'urgence. Et quand on voit les machines avec lesquelles il travaille, ça peut faire un peu peur parce que les routes sont pas droites dans ces endroits-là. Euh, donc c'est aussi ça qui m'anime, et je pense que on devrait avoir une discussion plus transparente sur le sujet, parce que après tout, voilà, c'est aussi entre guillemets la population qui est en jeu, quoi. Exactement. Alors Antoine, fort de tout ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer le service que vous proposez avec la longue vue? Alors, la longue vue, c'est né sur un constat, c'est qu'on avait besoin de mieux comprendre les potentiels et les besoins territoriaux. Alors au départ pour l'officine, et à mesure qu'on agrégeait de la donnée, qu'on l'organisait, qu'on l'a géolocalisée, on a créé des outils pour visualiser finalement ces éléments qui sont des éléments décisionnels. Euh, et aujourd'hui, on a un outil qu'on appelle un système d'information géographique, un SIG qui s'appelle La Loupe, qui permet de voir la pharmacie dans son environnement avec finalement croisé avec d'autres critères qui sont la présence des médecins, la présence des établissements de santé, la consommation en pharmacie, la consommation d'actes, que ça peut être au niveau des généralistes ou des laboratoires de biologie médicale. Et vous me direz à quoi ça sert tout ça? C'est statistique, c'est-à-dire que on crée des éléments de corrélation pour voir visuellement quand on projette les choses, ce qui peut se passer. Alors, ce qui est en dessous de la longue vue, c'est bureau d'études prospectives. C'est quoi la prospective? C'est c'est différent de la projection. Une projection, c'est une règle de 3, hein, c'est-à-dire que globalement, on dit ce qui s'est passé hier, ça va se passer demain. La prospective, c'est ce qui va se passer demain, ça va être contrarié par un certain nombre d'éléments, positifs ou négatifs, qui vont faire que la projection, elle va pas être linéaire. Elle peut être différente. Je vais vous donner un exemple. Si on vit à Bayonne, par exemple, et que on dit, ben voilà, il y a eu 15% de personnes en plus à Bayonne ces 10 dernières années, et qu'on ne tient pas compte du fait que la réserve foncière a été complètement consommée finalement durant ces 10 dernières années, donc il n'y a pas de construction possible sur les 10 prochaines, ben, la projection, c'est se dire il y aura 15% de personnes en plus, alors qu'en fait, on sait très bien que ce rythme-là, il va s'effondrer parce qu'il n'y a plus d'endroits où construire des maisons. Donc la prospective, c'est ça, c'est savoir se poser des questions intelligentes pour dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et nous, on le fait avec la santé, avec les personnels de santé, avec le maillage des pharmacies. Et ce que ça veut dire en termes aussi de chiffre d'affaires potentiel, parce que pour faire vivre une pharmacie, il faut bien qu'il y ait un chiffre d'affaires, et aussi de besoins statistiques sur les bénéficiaires en pharmacie, les bénéficiaires auprès des... Mais ça peut aussi être lié au nombre de patients liés à des pathologies. On est en train de mettre en place ce qu'on appelle une veille épidémiologique pour regarder sur quel territoire se développent en priorité les épidémies. Des choses comme ça qui nous permettent d'informer les pharmaciens avec qui on travaille. Donc notre travail, c'est justement ça, c'est de savoir se projeter, d'anticiper. Et ce muscle-là, il pourrait servir demain à d'autres choses dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on pourrait optimiser la distribution finalement des professionnels de santé sur un territoire en fonction des problématiques démographiques dont on a discuté tout à l'heure.
Ok, très bien. On peut avoir un ordre de prix à peu près pour je sais pas, une étude sur un projet de transfert, par exemple? Alors, un projet de transfert, on va dire le processus habituel, c'est d'abord se poser la question, est-ce qu'il est possible? Donc, Oui, il y a une étude de faisabilité qui est faite avec un juriste chez nous. C'est une prestation juridique qui est tarifée classiquement entre 2000 et 2500 euros pour 3 à 5 jours de travail. Ensuite, il y a une étude de marché qui est faite, qui va permettre de déterminer à la fois, justement, quelle est l'implantation la plus sensée par rapport aux besoins du territoire, ou est-ce qu'elle est optimisée d'un point de vue économique. On va aussi analyser ce qu'on appelle les piliers d'exploitation, c'est-à-dire les flux, la démographie, l'armature médicale, l'armature commerciale, la concurrence, pour pouvoir donner un avis sur le bien fondé d'une implantation. Ces études-là, c'est entre 7 et 10 jours de travail avec un chargé d'études marketing. Ça peut être facturé entre 4 et 6 000 euros, ça dépend de la densité de l'environnement. Et ce qui nous différencie sur cette activité, c'est que on fait pas ce qu'on appelle de la data au mètre, c'est-à-dire que il y a une intervention humaine pour 80 à 90% de la prestation. C'est pas des planches de cartes qu'on vous envoie avec de la donnée dessus, c'est vraiment une analyse à valeur ajoutée avec quelqu'un qui a une expérience de ce que c'est que la santé et de l'organisation de la santé sur un territoire, et qui connaît l'exploitation d'officines, mais qui connaît aussi l'organisation de la santé. Et enfin, le dernier point, c'est un dossier de transfert, où là, il y a une logique d'agrégation des pièces. On conseille les pharmaciens sur, on va dire, l'aspect justement rédaction des éléments qui sont nécessaires à la constitution du dossier. On rédige le dossier final. On parle aux personnes de l'ARS pour anticiper aussi leurs besoins sur ce qu'ils veulent voir dans un dossier. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dans le code de la santé publique concernant les pièces nécessaires, donc qui existent aujourd'hui dans les exigences des personnes qui montent les dossiers. Et un dossier de transfert, ça va être entre 3 500 et 5 000 6 000 euros. Ça dépend de nouveau du niveau d'exigence en termes de démonstration et éventuellement des recours éventuels. Nous, notre prestation, elle va on s'appelle le premier recours hiérarchique au ministère de la Santé, puisque après, les recours suivants, c'est au tribunal administratif, et ça, c'est du travail des avocats, dont on connaît des avocats très compétents pour le faire, bien sûr, mais ça n'est pas notre métier. D'accord. Donc vous allez jusqu'au tribunal administratif quand même. On va jusqu'au ministère de la Santé, le premier recours, ce qu'on appelle ministère de la Santé, voilà. Après, le recours hiérarchique. Après, si jamais le recours se porte devant le tribunal administratif, ça n'est plus de notre compétence. Évidemment, vous prenez pas en charge les dossiers des pharmaciens qui font eux-mêmes un recours contre un transfert que Alors vous n'avez non, pas géré. non, on refuse de faire des recours pour des tiers parce que d'abord parce qu'on est des gens positifs, au sens où c'est une démarche qui est quand même assez particulière. Voilà, donc on n'est pas dans cette logique-là. C'est plutôt un travail de recours d'avocat. C'est pas notre métier. Ok. Bon bah Antoine, je pense qu'on a fait le tour. Pour tous nos confrères et consoeurs qui veulent avoir un peu plus d'informations, je les invite à vous contacter, la longue vue. Antoine Garnier. Voilà, je vous remercie infiniment pour cet échange hyper intéressant. Et puis, je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, Marianne. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Antoine. Au revoir.